Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue notre petite formation Flutter architecture. Le dernier épisode n'était pas très passionnant, mais on était obligé de passer par là. Vous allez voir qu'aujourd'hui on va faire quelque chose de vraiment top. Tout d'abord j'aimerais vraiment qu'on passe sur Flutter 2.0 avec le New Safety parce que je ne l'avais pas activé, et merci aux abonnés qui m'ont fait remarquer. Donc on va l'activer, il y a 2-3 petites bricoles qu'on va modifier dans notre code, ça va prendre vraiment 2 secondes. Et juste après, regardez ce qu'on va faire, je vous montre ça tout de suite. Regardez, ça c'est le schéma de notre application qu'on avait commencé à mettre en place, data, domain, présentation. Donc ça, maintenant vous savez ce que c'est. Et voilà ce qu'on va coder aujourd'hui, c'est toute la partie data et domain. Donc vous voyez, il y a un programme qui est vraiment très chargé. Donc le remote API, le repository et le use case. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, j'ai réussi à vous apprendre ce que c'était que le remote API, le repository et le use case, et que vous puissiez l'implémenter pour votre projet. Ok, c'est parti. On commence tout de suite dans le vif du sujet puisque on va passer sur Flutter 2.0 avec le New Safety. Regardez bien ici, en fait, dans le pubspec, tout simplement, vous mettez une version supérieure à 2.12 ici, d'accord? Vous faites un pubget, d'accord? Une fois que vous avez fait le pubget, eh bien oui, effectivement, on va avoir quelques petites erreurs, ce qui est normal, hein, d'accord? Donc on va reprendre les petites classes qu'on avait fait, on va aller dans question_request.dart. Et là, on me dit que j'ai des erreurs. Aucun souci, hein. Vous allez voir qu'en 2 secondes, ça va être réglé. Vous allez juste enlever le arrobase devant le required, d'accord? Donc on va enlever tous les arrobases et on va dire que voilà, les 3 paramètres sont required, ça veut dire qu'on est obligé de les passer. Sinon, il va poser problème. Regardez, si j'enlève le required, on va me mettre une erreur parce que on ne peut pas passer nul dans une fonction, d'accord? Sauf si, ici, dans le int, j'avais dit que je pouvais avoir, voilà, avec un petit point d'interrogation, une catégorie qui peut être nulle. Voilà, le point d'interrogation, ça veut dire ça peut être nul. Mais là, je ne veux pas que ça soit nul, je mets pas de nul, d'accord? Et je remets le required. Ok. Donc on pourrait faire un cours complet sur le New Safety, hein, il n'y a aucun souci, il y a énormément de choses à voir. Mais voilà, là on va s'en contenir au minimum. On va aller dans question response ici, et ça va être exactement la même chose. Vous allez voir, hop, ici j'enlève le arrobase et le tour est joué, d'accord? Et juste en dessous, par contre, j'avais une méthode, le from map ici, qui prenait voilà une map non nulle. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent ici. Il y a des gens qui me demandent comment est-ce que je fais pour passer une map nulle. Bon, alors c'est vraiment une petite parenthèse, hein, mais tout simplement vous mettez un point d'interrogation ici. Le point d'interrogation veut dire je veux que potentiellement ça soit nul. Et vous voyez là, il me le souligne même pas if map égale à nul, il me le souligne même pas. Sauf que là c'est une factory et la factory renvoie une question response non nulle, d'accord? Donc je ne peux pas renvoyer nul ici et ça ne m'intéresse même pas de renvoyer nul. Donc du coup ça m'intéresse pas, donc hop. Ça, je le mets pas nullable, voilà, tout simplement. Et la ligne if, tout simplement, vous allez la supprimer, et là, on est bon. Et enfin, pour terminer, la classe question, et bien là, tout simplement, on enlève les arrobas, vous l'avez compris. Voilà, c'est tout. Et hop, petite pause pour te demander de t'abonner et d'activer la cloche, c'est super important. Toi, tu profites des vidéos, tu kiffes bien, moi, je kiffe les faire pour toi. Donc voilà, c'est ma petite récompense, ça me fait vraiment plaisir. C'est le petit bouton rouge qui est juste en bas, c'est complètement gratuit pour toi. Tu cliques dessus, tu actives la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une petite vidéo, et ça fait plaisir à tout le monde. Allez, on continue. Ok, alors commençons réellement cet épisode. Regardez bien ce petit schéma, il est très facile à comprendre. Dans la côté présentation, ici, je vous rappelle, c'est l'interaction avec l'utilisateur, donc c'est la vue, ce qui est visuel, d'accord, les widgets, etc. Très bien, donc qu'est-ce que va faire l'UI? Elle va demander un use case. J'avais dit qu'on faisait pas de use case, mais finalement on va en faire. Comme ça, vous saurez vraiment comment coder une clean architecture dans son intégralité. Elle va communiquer avec un use case, d'accord, via son view model, mais ça on verra dans le prochain épisode. Et ce use case, lui, il aura la particularité de quoi? De connaître ce qu'on appelle un repository. Le repository, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va faire le lien entre la partie domain et la partie data, d'accord? Donc ça va être un contrat d'interface, ici c'est pour ça que j'ai marqué interface, et on verra ce que c'est qu'un contrat d'interface. C'est-à-dire que le domain va dire, voilà, j'ai un use case qui a besoin d'avoir voilà, une méthode qui s'appelle getQuestion. Et bien, dans repository, je vais avoir une classe, ça sera une abstract class, d'accord, une interface, au final, qui va dire, voilà, j'ai besoin de cette méthode-là. Et de ce côté-là, côté data, je vais avoir exactement la même classe qui va implémenter cette interface et qui va justement implémenter réellement comment je vais aller récupérer mes questions. Donc ça sera cette partie-là, le côté repository de data, d'accord? Donc il y aura 2 classes repository, une interface et une qui implémente l'interface côté data. Et enfin, à la fin, il y a le remote API, juste là, c'est comment je vais aller récupérer mes données. Donc là, j'ai fait un remote API parce que je vais aller les récupérer sur un serveur, d'accord? J'aurais très bien pu avoir une autre classe juste en dessous, BDD API par exemple, qui va aller récupérer les données dans une base de données locale. Comment est-ce qu'on va coder aujourd'hui? On va commencer par le remote API parce que c'est la couche la plus basse et qu'elle est dépendante de personne.
Puis on va faire le repository qui dépend de Remote API, d'accord? Et enfin on va faire le use case qui dépend de repository. Donc on va commencer bien entendu par Remote API parce qu'il dépend de personne. Allez, c'est parti, let's go, assez bavardé, on a envie de coder. Alors revenons dans notre projet, et puis ici au niveau de API, donc Data API, on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler Remote_API. Très bien, on y est, donc le Remote API, hop, il va s'appeler donc du coup Remote API, c'est une petite classe qui s'appelle Remote API. Bonjour Remote API, sois bienvenu. Ici, dès le début, je vais vous la donner, hop, dans le mille. On va mettre une constante qui est la base de l'URL, d'accord? Donc ça, c'est vraiment la base de l'URL et on va rajouter après par-dessus des paramètres, d'accord? Donc c'est la base d'URL qui changera jamais. On la met là. Ok, donc qu'est-ce qu'on veut écrire comme méthode maintenant? Ça va être justement notre appel web service pour récupérer une liste de questions. Donc ça va retourner une future de liste de question response, ok? Là, aucun souci. Ma méthode, je vais l'appeler getQuestions. Ok, et ça va prendre en paramètre, rappelez-vous, le question request, la petite classe qu'on a créée la dernière fois. Et puis cette méthode là va être asynchrone, d'accord. Et là maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire cette méthode? Elle va faire trois choses. La première, ça va être l'appel web service. La deuxième, elle va récupérer la réponse, ok, sous format liste de question response, hein. Ok, et enfin, elle va gérer les erreurs, ok. Donc il y a trois choses à faire. Ok, donc allons-y pour l'appel web service. On va faire final response égale await, parce qu'on va attendre la réponse du web service. Dio, puisqu'on va utiliser Dio dans ce tuto, je vous l'avais dit, hein. Et puis là, j'ai appelé la méthode get de Dio. Vous allez voir, la méthode get, elle est vraiment très simple. Ici, il va me demander l'URL, donc je lui file l'URL, d'accord. Et puis ici, regardez, il va me demander les query parameters. Donc pour lui passer les query parameters, rien de plus simple, je lui dis query parameter 2 points. Et puis là, regardez, j'ai ma request, et rappelez-vous, on avait fait une petite méthode qui s'appelle toMap. Et bien c'est tout en fait, regardez, je mets un petit point virgule ici, et c'est terminé. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, le toMap ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller récupérer, voilà justement, tous mes paramètres, type, amount et catégorie, et il va construire, voilà, un query parameter, une map, type, amount, voilà, une map, avec les paramètres à passer dans l'URL. Très bien, et bien lui, Dio, il est assez intelligent pour savoir que tout ça, il va falloir les ajouter par la suite dans l'URL, ok? Donc c'est tout ce qu'il y a à faire pour récupérer l'appel web service, ça c'est fait. Maintenant, on va récupérer la réponse. Donc là, les lignes rouges, ça peut stresser certains, je vais importer parce qu'au bout d'un moment, il faut bien le faire, d'accord? Et puis là, c'est à cause d'une USFT, c'est juste qu'on n'a pas terminé d'écrire la réponse et qui me dit que là, pour le moment, on retourne on gère pas les nuls, etc. C'est normal, ne vous inquiétez pas, on va gérer ça après. Maintenant, on va récupérer la réponse, d'accord? Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord vérifier que tout s'est bien passé. Pour ça, on va récupérer le code de la réponse, status code, voilà. Et puis, on va vérifier que c'est bien du 200. Ok, très bien. On pourrait le mettre dans une constante, hein, pourquoi pas. Si c'est 200, ça veut dire que tout s'est bien passé, j'ai récupéré qu'il y ait des questions. On a juste à faire un response.data. Et là, à l'intérieur, ça contient tout le contenu de ma réponse. Le contenu de ma réponse, qu'est-ce que c'est? Regardez, c'est ça par exemple. Eh bien, j'ai response code qui vaut 0, result qui vaut... Donc c'est des clés valeurs, c'est un JSON, hein, donc rien de plus simple, c'est un vrai JSON. Nous, ce qui va nous intéresser, regardez bien, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de result. C'est tout ce qui est là, le petit tableau qui est là, d'accord? Et bien pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va récupérer ça sous format de map, d'accord? Donc toute cette réponse-là sous format de map. Qu'est-ce que c'est qu'une map? C'est clé valeur. Donc clé, ça sera ce qui est là, response code, valeur, ça sera ce qui est à côté. Result, plus la valeur, le tableau, ok? Donc tout d'abord, c'est la première étape, c'est de transformer ces response.data en map de string dynamique, parce que le dynamique, on ne sait pas ce qu'il y a après, d'accord? Je vais final data, ça va être égal à ça, mais en réalité, je vais le convertir en map, comme j'ai dit, de string dynamique, .from, et puis là, je passe response.data, point virgule. Donc là, en réalité, je viens de convertir la réponse du web service en map de string dynamique. Je rappelle pourquoi dynamique, parce que juste à côté ici, je peux avoir un entier, je peux avoir un tableau, je peux avoir une chaîne de caractères, on ne sait pas, donc on met dynamique, ok? Donc là, ok, maintenant j'ai une map de string dynamique et j'ai mon JSON qui est converti. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est le tableau qui est ici, d'accord? C'est un tableau de questions. Et regardez bien ce que c'est en fait ce tableau. C'est un tableau, donc c'est une liste, d'accord? Les crochets, ça veut dire c'est un tableau, donc une liste, ok? De quoi? De JSON au final, d'accord? C'est une liste de JSON. Et je viens de dire quoi? Un JSON, c'est quoi? C'est une map de string dynamique, ok? Donc qu'est-ce que là je vais vouloir récupérer? C'est une liste de maps de string dynamique. Je vais écrire final result, ça va être égal à une liste de maps de string dynamique. Et pour construire cette liste, j'ai juste à faire un point from, et là je dois lui filer du coup le contenu de cette liste de maps de string dynamique. C'est quoi le contenu quand on regarde le JSON? C'est tout ce qui est à l'intérieur de result. D'accord? Donc je copie-colle result ici, d'accord? Je récupère data et je prends la valeur de result. Que contient maintenant result avec un S? C'est tout ce qui est à l'intérieur, donc c'est une map de string dynamique.
On avait créé ce modèle la dernière fois, c'est une question-réponse, ce truc-là, d'accord? Donc, étant donné qu'on a déjà créé ce modèle-là, on va convertir le map de string dynamique en question-réponse. Et ça tombe bien parce qu'on l'a créé déjà cette méthode, vous allez voir. Donc là, j'ai juste testé que le tableau, il n'est pas empty, is not empty, d'accord? Si il n'est pas empty, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, regardez, on va faire directement un return, parce que ça y est, on a le résultat. Result.map, pour pouvoir mapper justement la map de string dynamique en question result. Et regarde, et en question response, pardon. Donc là, on va faire question response. Et puis là, on va utiliser notre petite factory qui s'appelle from map qu'on a déjà créé dans l'épisode précédent. Et ici, qu'est-ce qu'on va mettre à la place de map? On va mettre le petit e qui est juste là. Donc là, il me met une erreur assez normale parce qu'à la fin, il faut convertir tout ça en liste. Voilà. Et puis là, on a complètement terminé la partie de récupération des réponses, vous voyez. Donc j'ai converti mes maps de string dynamique grâce à le point map en question response. Donc là, on est plutôt pas mal, c'est plutôt cool. Il va nous rester plus qu'un seul truc, c'est gérer les erreurs. Il faut mettre tout ça dans un try-catch. Try-catch, pour ceux qui ne savent pas, ça va nous permettre, lorsque il va y avoir une erreur, de les récupérer, d'accord? Donc là, on fait un try. On va le fermer juste là, le try, d'accord? On va faire on dio erreur. Donc dès que dio me dit qu'il y a une erreur, d'accord? Je vais lui dire catch, d'accord? Récupère cette erreur. Et puis qu'est-ce que je vais en faire? Tout d'abord, je vais l'afficher dans la console. Ça peut servir. Et ensuite de ça, je vais quand même générer une erreur. Comme ça, l'application va récupérer cette erreur, mais pas sous format dio erreur ou des formats qu'on ne connaît pas, sous un format qu'on connaît puisque c'est nous qui l'avons créé, c'est le modèle failure qu'on avait créé dans l'épisode précédent, d'accord? Donc on va utiliser ça pour pouvoir envoyer les erreurs n'importe où dans l'application, d'accord? Donc là, j'ai fait throw failure, et rappelez-vous, le throw failure, qu'est-ce qu'il prend? Il prend un message. Je vais pouvoir prendre l'erreur. Je vais récupérer sa réponse, d'accord, qui peut être nulle d'ailleurs, et je vais prendre son status message. Là, vous voyez, ça me met une erreur. Pourquoi? Parce que le message, je ne veux pas qu'il soit nul, alors que là, je viens de dire qu'il y a quelque chose de nullable. Donc, tout simplement, si jamais ce truc-là est nul, donc point d'interrogation, plutôt que d'envoyer nul, je vais envoyer un message, par exemple, something went wrong. Quel accent anglais, David fait des efforts. Je vais aussi catcher une autre erreur, d'accord? Vous allez voir, je vais copier-coller ça. Ce ne sera pas une dio erreur, ça sera une socket exception. Et puis là, comme message, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais pas mettre tout ça, là. Je vais mettre un message en dur, ça va être please check your connection. Parce que je sais très bien que quand j'ai une socket exception, généralement, c'est quasiment tout le temps d'ailleurs, c'est parce que la personne n'a pas internet. Donc comme ça, j'aurai le message d'erreur déjà prédéfini, c'est là, ok? Il va me manquer encore un dernier petit truc, et d'ailleurs, il me met une erreur ici. Vous voyez, qu'il manque un cas, voilà. Pourquoi? Parce que là, j'ai mis if le is not empty, d'accord? Je retourne le résultat. Sauf que, et si j'ai une status code qui est différent de 200 ou que ma liste est empty? Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire juste simplement return un tableau vide. On a quasiment terminé avec cette classe Remote API, mais il va nous manquer un petit détail, c'est utiliser Riverpod pour pouvoir récupérer une instance de Remote API. Je vous montre très rapidement ce qu'on va réussir à faire avec Riverpod. À quoi va nous servir Riverpod? Ça va nous servir à créer une instance facilement récupérable de nos classes. Par exemple, ici, j'ai Remote API, d'accord? Je crée une instance Remote API Provider, donc ce sera des providers, d'accord? Dans Riverpod. Et ce Remote API Provider, je vais pouvoir l'utiliser dans plusieurs repositories. Donc là, c'est très facile, on n'a qu'un seul repository, c'est Question Repository qu'on va créer, d'accord? Juste pour demander des questions, parce qu'on n'a qu'un seul cas d'usage. Mais si par exemple, on avait aussi des cas où on veut gérer un compte utilisateur ou quoi que ce soit, ça sera un autre repository par exemple. Eh bien, Remote API, j'aurai qu'une seule instance et je pourrais passer le Remote API Provider à tous mes repositories. C'est exactement le même cheminement pour le repository. Imaginons que j'ai plusieurs use cases juste là qui demandent le même repository. J'aimerais bien avoir une seule instance et pouvoir le récupérer très facilement avec les providers de Riverpod. Donc, je vais aussi créer un quiz repository provider pour lui, d'accord? Donc, on verra ça juste après. Et enfin, exactement la même logique, dans l'UI, je vais pouvoir utiliser ce use case, par exemple, à plusieurs endroits de mon UI, et pour ça je vais créer un quiz use case provider. Ok, bon c'est voilà, c'est le schéma que j'ai voulu construire pour ces tutos. Allez, c'est parti, je vais vous montrer tout de suite comment on crée un Remote API Provider. Donc pour ça, rien de plus simple, je vais aller au-dessus de Remote API. Alors il y a un de nos abonnés qui s'appelle Mario, qui est très actif sur cette chaîne, qui commande quasiment toutes les vidéos Flutter, a une bonne idée, c'est de mettre ses providers dans un autre répertoire. Bon, moi je le fais pas, je l'ai pas encore testé, j'ai pas encore l'habitude de le faire, mais je trouve que quand même que c'est une
très bonne idée de mettre ces providers dans un autre dossier, parce que justement, eh bien, vous allez pouvoir les récupérer, les retrouver très facilement. Bon, moi j'ai l'habitude de le faire comme ça, donc ça me dérange pas trop. Regardez bien comment on va créer notre provider. On va juste faire un final remote API provider, c'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler. Ça va être égal à un provider de remote API. Je vais juste importer la classe provider de hook riverpod, ok? Donc là c'est bon, on l'a. Et maintenant, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? À l'intérieur, on va mettre ref, donc la référence, d'accord? Bon, peu importe le nom que vous allez mettre ici, d'accord? Mais c'est surtout ce qui est très important de comprendre, c'est que je vais montrer comment est-ce qu'on va créer une remote API. Donc là c'est très simple, hein. Ici une remote API, son constructeur il est vide, donc ça va simplement être ça, ok? Donc remote API. Donc, mais vous verrez que par la suite ce sera pas aussi simple que ça, d'accord? Donc là voilà, on a terminé avec notre provider. Là si j'appelle remote API provider, je vais réussir à récupérer facilement une remote API, une instance de remote API qui va se construire tout seul au final, d'accord? Ça sera beaucoup plus concret avec maintenant les repositories, donc let's go pour les repositories. Comme je vous l'ai dit dans ce schéma, les repositories, en fait, on va avoir deux classes. Une qui va construire un contrat d'interface et une qui va implémenter le contrat d'interface. Donc vous l'avez bien compris, on va commencer par le contrat d'interface, donc l'interface qui est juste là, d'accord? Et ensuite ça, on va l'implémenter côté data. Pour ça, on va aller dans domain, d'accord? Et puis ici, on a repository. On va créer un fichier qui va s'appeler quiz repository Dart. Ok, donc comme je vous l'ai dit, ça sera une classe abstraite, ça sera une interface au final, un abstract class du coup, qui va s'appeler, comme je vous l'ai dit, quiz repository. Ici, je vais avoir qu'une seule méthode qui va nous retourner une liste de questions. Attention, pas une liste de question response, hein, une liste de questions, vous l'avez bien compris. Donc c'est ici que je vais devoir convertir ma liste de question response en liste de questions. Donc on avait déjà dit la différence entre un modèle et une entity. Là, quand je vais devoir donner la réponse à ma présentation, je n'ai pas le droit d'utiliser question response parce qu'encore une fois, elle fait partie de data, donc la couche la plus basse. Donc je n'ai pas le droit d'y toucher dans la présentation. Bref, donc là, c'est une future de liste de questions. Ma méthode va s'appeler getQuestion. Et ici, je vais avoir deux paramètres. Donc, vu qu'on est en uSafety, c'est vrai que c'est pas vraiment nécessaire de le faire. Mais moi, j'aime bien me mettre comme ça, mettre des accolades pour pouvoir montrer ici, du coup, ce qui est required. Donc là, je vais faire required et je vais mettre int num question. Donc, c'est le nombre de questions que je vais demander, d'accord? Donc là, ça sera 5, parce que j'ai décidé de faire des questions de 5, mais on aurait pu très bien mettre beaucoup plus. Required, ici, je vais mettre la catégorie que je vais demander, donc là, ce sera un chiffre aléatoire, vous verrez. Ma classe repository est terminée, en fait. C'est tout ce qu'elle va demander, c'est le contrat d'interface. Je vais avoir besoin de cette méthode. Et maintenant, je vais aller du côté de data pour implémenter cette méthode. Voilà, donc quiz repository, lui, de côté domaine, on s'en fiche de comment elle est implémentée. On dit juste, voilà, à la data, voilà, j'ai besoin de cette méthode, implémente-la moi. Vous l'avez très bien compris. On va aller maintenant dans data, d'accord, repository, et on va créer une classe qui va s'appeler quiz repository implémentation imp. Ok, très bien, on y est. Bon, alors très simple, classe quiz repository imp qui va étendre de quiz repository, vous l'avez compris, hein, donc je vais récupérer l'interface que du coup on doit implémenter, d'accord, qui a été demandée par le domain. Et puis là, ça me souligne en rouge. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'override justement la méthode. Donc je lui dis vas-y, override. Je vais fermer ça comme ça, vous voyez mieux. Et voilà, là on reconnaît la petite méthode que je dois override qu'on vient juste d'écrire, hein, et on va justement maintenant la remplir. Vous avez bien compris, il va nous falloir le remote API forcément. Donc pour ça, je vais créer un petit constructeur dans quiz repository 1. Et je vais simplement lui dire dans son constructeur que j'ai besoin du remote API. Ok, maintenant j'ai accès à remote API. On verra tout à l'heure comment on remplit le constructeur, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus, on verra juste après. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire un return remote API, d'accord, .getQuestion. Donc je vais appeler la méthode qu'on vient juste de créer dans remote API, ça n'a aucun souci. Et puis ici, je vais créer un question request. Ici le type, ce sera tout en multiple. Bon, je le mets ici en dur, c'est pas un problème. Vous pouvez faire ça plus proprement de votre côté, il n'y a aucun souci, avec une constante, avec ce que vous voulez, hein. Mais ce sera toujours multiple, donc je mets multiple. Amount, ça, du coup c'est num question, on l'a passé en paramètre. Et catégorie, c'est catégorie ID, on l'a passé en paramètre. Donc là, il va me dire, t'es rigolo David, voilà. Alors c'est petit, hein, mais il me dit, là tu demandes une liste de questions, là on a une liste de question response. Comment est-ce qu'on va convertir tout ça? En fait, ça va être assez simple, on va juste faire un zen, ok, ici. Donc une fois que tu as récupéré cette réponse, ok, et ben tu vas me la convertir. Pour me la convertir, tu vas faire value, ici, .map, donc on va mapper au final la réponse. Et ici, il me suffit juste de faire un e.toEntity. Et le toEntity, rappelez-vous, hein, on l'a créé ensemble la dernière fois.
il est juste là, donc dans l'épisode précédent. Ok, et enfin, pour terminer, ici, il faut finir avec un to list. Et voilà, avec un petit point virgule, ça va marcher nickel. Là maintenant, j'ai bien converti la réponse de mon web service de Remote API en liste de question et pas en liste de question response. Donc voilà à quoi peut servir le repository pour pouvoir manipuler un peu les datas avant de les passer au use case. On peut aussi imaginer ici dans le repository que la réponse, j'ai envie de la sauvegarder dans le cache, et ben c'est ici que ça va se passer, dans le Zen par exemple, je vais lui dire aussi tiens tu vas aller me le stocker dans le cache. Voilà, ça peut être une idée. On peut aussi se dire plutôt que d'aller le chercher dans le Remote API, va voir d'abord si j'ai une réponse dans le cache. C'est une idée aussi. On peut faire vraiment beaucoup de choses dans un repository avant de passer la main au use case qui lui est vraiment proche du coup de l'UI, d'accord? Donc c'est vraiment là la dernière étape avant de passer la donnée à l'UI. Ce sera le use case. On va créer maintenant un provider de quiz repository implémentation, en fait de quiz repository tout simplement. Final quiz repository provider, ça va être égal à quoi? Donc vous l'avez vu tout à l'heure, il suffit juste de mettre provider. D'accord, à l'intérieur on va lui dire quiz repository. Attention, là je mets pas quiz repository ample, je vais vraiment retourner un quiz repository, on s'en fiche de quelle est la classe qu'il a implémentée, et ça sera aussi hyper pratique pour les tests, d'accord? À l'intérieur, je lui dis ref, ça vous l'avez vu tout à l'heure, une petite flèche, et maintenant je dois lui donner Remote API. Remote API, je vais pouvoir le récupérer grâce à Remote API Provider. Regardez comment on va faire. Je vais lui dire que quiz repository 1, donc là, le constructeur qui est là que j'appelle, et comment je vais récupérer mon Remote API? Je vais récupérer la référence ici, .read, et à l'intérieur, je mets justement mon Remote API Provider. Voilà, je lui demande de lire mon Remote API Provider avec un petit point virgule en important Provider, et on est OK. Et là, vous voyez, ref.read Remote API Provider va me donner une instance de Remote API à, du coup, à ma classe quiz repository ample. Là, la force de ce que je viens d'écrire, c'est que côté use case, je vais juste utiliser ça, quiz repository provider, mais je m'en fiche complètement de la classe qu'il implémente, vous voyez, c'est quiz repository. Je récupère justement une instance de la classe abstraite de l'interface. Voilà. En parlant du use case, et passons au use case, comme ça on aura terminé toute cette partie. Donc pour ça, on va aller dans Project, Domain, on n'avait pas créé le use case qui est juste là, donc créer ce petit répertoire, ce petit dossier use case, d'accord? On fait un petit clic droit, on crée un nouveau fichier qui va s'appeler quiz use case. En fait, très simplement, dans le constructeur, on va lui demander un repository, tout comme on a fait avec le repository, on lui a demandé un remote API, d'accord? Donc là, dans mon constructeur, ça va être très simple, je vais lui demander un quiz repository. Et maintenant, je vais devoir mettre la petite méthode que va avoir besoin mon UI, d'accord? Et cette petite méthode, qu'est-ce que c'est? C'est la récupération des questions. Et là, voilà, c'est une future de liste de questions. Maintenant, je vais juste faire return. Je vais appeler la méthode underscore repository, la petite méthode qu'on a créée ensemble là à l'instant, get question. Et puis là, il me demande un numéro de question, donc on va mettre 5. Et puis, il me demande une catégorie, donc on prend un numéro random. Ok, et un petit point virgule à la fin. Et enfin, pour terminer cette longue vidéo, il va nous manquer le provider avec Riverpod pour ce use case. Comme ça, après, mon view model qu'on créera dans le prochain épisode, il pourra utiliser le use case très facilement. Alors regardez bien, c'est très facile, vous pouvez même mettre pause et essayer de le faire vous-même si vous en avez envie, mais ça va être exactement pareil que le repository. Donc on va faire final quiz use case provider, ça va être égal à provider de quoi? De use case, de quiz use case. Ici on prend la référence et on va lui retourner un quiz use case. Et le quiz use case qu'ici prend en paramètre un repository. Et comment on fait pour récupérer le repository? On fait ref.read et puis on va tout simplement aller chercher le quiz repository provider. Voilà, tout simplement. Avec un petit point virgule qui fait plaisir à la fin, en mettant provider dans les imports ou riverpod.dart. Je vais juste mettre ça à la ligne, comme ça vous voyez vraiment la ligne finale, ce que ça donne. C'est vraiment ça, donc c'est assez simple. Donc voilà, on a terminé le quiz use case. Si on revient sur notre schéma de base, celui-ci, vous voyez qu'on a vraiment tout fait dans data et domain. On a créé le remote API provider pour pouvoir faire nos appels web service. On a créé notre quiz repository provider pour pouvoir récupérer des données, mais on ne sait pas d'où, du web service ou bien d'une base de données ou d'un cache, peu importe. Et enfin, on a créé le use case pour pouvoir donner justement toutes ces données-là à l'UI. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. On approche des 2000 abonnés et ça me fait vraiment un plaisir immense. Donc n'hésitez pas à partager mes formations, ma chaîne, pour qu'on soit encore une plus grande communauté. Ça me fait vraiment plaisir. Si vous avez des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Allez, moi je vous dis à très vite. Ciao, ciao!